La seringue tremblait dans la main ridée de Madame Patricia Edwards tandis qu'elle s'approchait du grand berger allemand squelettique et étendu, inerte sur la table d'acier glacial. Autrefois majestueux, son corps n'était plus qu'un assemblage d'os saillants et de poils ternes, ses yeux, jadis vifs, fixant désormais le vide, sans la moindre étincelle. Sous les néons cruels de la salle d'euthanasie du refuge du comté de Riverside, le liquide létal brillait, prêt à mettre fin à ce qui semblait être une lente agonie. Soudain, un cri perça l'air comme un ver éclatant. « Stop !» La porte réservée au personnel claqua, laissant surgir une fillette aux cheveux blonds, le visage rougi par les larmes, les yeux bleus affolés. Son souffle court, ses petits bras se jetèrent instinctivement entre l'aiguille et le chien mourant. Derrière elle, une femme en blouse médicale surgit à son tour, à bout de souffle, la panique sur le visage, tentant d'atteindre l'enfant qui depuis 8 longs mois n'avait pas prononcé un seul mot. Et là, quelque chose d'inimaginable se produisit. Le berger allemand famélique, qui n'avait réagi à rien ni personne depuis des semaines, leva péniblement sa lourde tête. Ses yeux troubles s'animèrent d'une lueur fugace, comme une braise sur le point de s'éteindre mais que le vent ranime soudainement, et il fixa le regard de la fillette, comme s'il venait de la reconnaître. Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. L'atmosphère de la pièce se figea, comme si le temps s'était suspendu. La petite, Sophie Miller, restait debout, frêle silhouette tremblante, mais déterminée à se dresser entre la mort et cet animal condamné. Elle, qui n'avait plus ouvert la bouche depuis l'instant où 2 officiers militaires étaient venus frapper à leur porte pour annoncer la nouvelle qui avait brisé leur monde, retrouvait à cet instant une force insoupçonnée. « Sophie, chérie, tu ne peux pas être ici », murmura Rachel Miller d'une voix haletante. Infirmière à l'hôpital général de Riverside, elle portait encore son uniforme de garde de nuit, imprégné de l'odeur âcre du désinfectant. Âgée de 32 ans, Rachel avançait depuis 8 mois avec la dignité fatiguée d'une femme qui vivait chaque jour comme une apnée interminable. Depuis que son mari, le sergent-chef Daniel Miller, était revenu d'Afghanistan dans un cercueil recouvert du drapeau américain, sa fille s'était enfermée dans un silence total, imprenable. Assise un peu plus loin, Madame Dorothy Henderson, que tout le monde appelait affectueusement Dot, leva les yeux de ses papiers de bénévole. Ses 78 ans lui donnaient un regard aiguisé, un regard qui voyait ce que d'autres manquaient. Elle avait enterré son mari, le colonel à la retraite James Henderson, et hébergé au fil des décennies 3 chiens militaires. Elle connaissait les blessures invisibles, celles des soldats comme celles des animaux de guerre. En observant le chien sur la table, elle comprit ce que les autres n'avaient pas encore perçu. Le berger allemand, personne ne le savait au refuge, portait un nom, Atlas. Retrouvé 3 semaines plus tôt, errant sur l'autoroute près de Camp Pendleton, il avait été amené dans un état catastrophique. Dénutri, pelage tombant par plaques et des symptômes neurologiques inquiétants. On avait décidé son euthanasie après l'échec des premiers soins. À 8 ans, il aurait dû être au sommet de sa force. Au lieu de cela, il n'était plus qu'une ombre. Le directeur du refuge, Dr Marcus Brennan, apparut alors dans l'encadrement de la porte. Grand, la silhouette marquée par l'âge et le poids des décisions, son visage portait les stigmates d'années passées à trancher entre la vie et la mort des animaux. Ses yeux gris creusés racontaient une histoire, celle d'un homme qui avait perdu son fils, tué 3 ans plus tôt par un chien agressif lors d'une fête de quartier. Depuis ce drame, sa vision des grands chiens avait radicalement changé. Il n'y voyait plus que des menaces potentiellement meurtrières. « Madame Miller », dit-il d'une voix grave et maîtrisée, « cet espace était réservé au personnel. Ce chien a été programmé pour une euthanasie humanitaire. Son état est irréversible. Il ne répond à aucun traitement. » Mais Sophie n'écoutait pas. Sa petite main s'était glissée à travers les barreaux du chenil pour caresser le museau d'Atlas. Et là encore, l'impensable se produisit. La respiration sifflante du chien se fit plus régulière. Ses yeux, jusqu'ici éteints, se fixèrent intensément sur le visage de la fillette. Les adultes, incrédules, reculèrent. Puis, d'une voix claire et ferme, Sophie dit « Il n'est pas prêt, il attend quelqu'un ». Le choc fut immédiat. Rachel, submergée, porta une main à sa bouche. C'était la première fois depuis 8 mois qu'elle entendait la voix de sa fille. Des larmes jaillirent aussitôt. Le souvenir du militaire en uniforme qui avait prononcé ces mots funestes « Nous regrettons de vous informer que votre mari est tombé au combat » revint comme un coup de couteau. « Qu'as-tu dit, ma chérie ?» souffla Rachel en s'agenouillant. «
Sophie caressait toujours doucement le museau d'Atlas, son regard plein d'une gravité qui dépassait son âge. « Il attend papa ?» dit-elle simplement. « Mais papa ne peut plus venir, alors il m'a envoyé à sa place. » Le silence retomba lourdement, brisé par la voix cassée de Dot Henderson. « Attendez, regardez son oreille !» Tous se penchèrent tandis que Dr Brennan, contraint, éclaira de sa lampe. Un tatouage, des numéros, des identifiants militaires. Le sang de Rachel se glaça. « Quel numéro ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Brennan hésita puis murmura « K9 Atlas, numéro 7, 1749, affecté à la 101e division aéroportée. » Rachel eut le souffle coupé. C'était l'unité de Daniel, sa division. Le cœur battant, elle regarda sa fille, qui paraissait presque sereine comme si elle savait déjà. Atlas remua faiblement la queue, le premier geste volontaire depuis des semaines. « C'est impossible », souffla Rachel. Daniel n'a jamais parlé d'un chien nommé Atlas. Mais Dot avait déjà sorti son téléphone, ses doigts tremblant à peine malgré son âge. « Mon James a servi 15 ans à Pendleton, j'ai encore des contacts. » En quelques minutes, elle trouva ce qu'elle cherchait. K9 Atlas, dernier maître, sergent Jacob Morrison, décédé en Afghanistan le 15 mars. Elle leva les yeux compatissante. « Ma chère, c'est le même jour que Daniel. » Le cœur de Rachel se serra. Jacob Morrison. Daniel en parlait comme d'un frère, son compagnon de mission, celui qui lui avait sauvé la vie 2 fois. Elle se rappela leur dernier appel vidéo, quand Daniel s'était inquiété du chien de Jake, insistant sur le fait qu'il devait être protégé si quelque chose arrivait. Tout prenait sens. Dr Brennan reprit d'une voix hésitante. « Même s'il appartenait à votre division, Madame Miller, sa santé est désastreuse. Il faudrait des soins vétérinaires lourds, des milliers de dollars, sans garantie. Nous n'avons pas les moyens. » « Je paierai, » déclara Dot d'une voix ferme, coupant court. « Chaque centime s'il le faut. » Rachel la regarda stupéfaite. « Madame Henderson, vous ne pouvez pas ?»« Ma petite, j'ai mis de côté de quoi aller en résidence senior. Mais à quoi bon vivre confortablement si on ne vit pas correctement? Mon James disait toujours, on n'abandonne pas nos soldats, qu'ils aient 2 jambes ou 4. » Sophie leva vers sa mère ses yeux brillants de larmes, mais remplis d'une détermination qui rappelait douloureusement Daniel. « Maman, on doit le ramener. Papa avait promis à Jake qu'il s'occuperait d'Atlas si quelque chose arrivait. Je l'ai entendu. Il pensait que je ne l'écoutais pas. » Atlas leva la tête avec effort et planta ses yeux dans ceux de Rachel. Dans ce regard trouble mais fidèle, elle crut voir Daniel. Elle n'eut plus aucun doute. « Docteur Brennan, » dit-elle d'une voix résolue, « que devons-nous faire pour le ramener à la maison ?» Le bureau du docteur Brennan semblait rétréci par le poids de la décision qui allait s'y jouer. Les murs, tapissés de diplômes encadrés et de photos d'animaux adoptés heureux, paraissaient presque se moquer de la gravité du moment. Rachel était assise en face du bureau, Sophie installée sur ses genoux, tandis que Dot Henderson occupait la chaise voisine, les mains jointes avec la patience d'une femme qui avait attendu et soutenu 1000 fois. Brennan posa un lourd dossier devant elle. « Madame Miller, je dois être clair sur ce que vous vous apprêtez à entreprendre. » Atlas décline rapidement. Ces analyses sanguines montrent une malnutrition sévère, possiblement des lésions hépatiques et des troubles neurologiques que nous ne pouvons pas diagnostiquer avec nos moyens actuels. Il étala sur la table une série de rapports, de prescriptions et une estimation de coûts qui fit se nouer l'estomac de Rachel. Même avec son salaire d'infirmière et la pension militaire de Daniel, ces chiffres semblaient insurmontables. Les urgences prioritaires sont la stabilisation et les examens diagnostiques, poursuivit Brennan. Il aura besoin de perfusion, d'un soutien nutritionnel, de prise de sang régulière et probablement d'une IRM pour comprendre l'origine de ces troubles neurologiques. Rien que le premier mois, on parle de 15 000 $ minimum. Rachel sentit l'angoisse familière de ses finances lui broyer la poitrine. Depuis la mort de Daniel, elle peinait déjà à maintenir la maison à flot entre l'hypothèque, les séances de thérapie de Sophie et les dettes laissées par le cancer de sa mère. L'assurance vie avait à peine couvert les frais d'enterrement. Il ne restait plus rien. « Je couvrirai les premiers frais », affirma Dot avec fermeté, sortant son carnet de chèques d'un geste décidé. « Et pour la suite, nous trouverons ensemble. »« Madame Henderson, je ne peux pas vous laisser, » commença Rachel. « Ma petite, l'argent qui dort à la banque n'est que du papier. L'argent investi dans l'amour, ça, c'est du capital au paradis, » répliqua la vieille dame avec un sourire tremblant. « Et puis, je n'ai pas de petits-enfants. Laissez-moi gâter ce vieux soldat. » Brennan inspira profondément. Même avec les meilleurs soins, le pronostic reste incertain. Ces symptômes peuvent indiquer des dommages irréversibles au cerveau.
Vous pourriez vous battre pour un chien qui ne retrouvera jamais ses pleines capacités. » Sophie, qui jusqu'ici écoutait en silence, prit soudain la parole. Il doit juste se souvenir de qui il est. Parfois, quand on est trop triste, on oublie. Mais l'amour, ça aide à se rappeler. Les adultes restèrent un instant figés, frappés par la simplicité désarmante de ces mots. Rachel contempla sa fille et vit dans son visage cette flamme qu'elle croyait éteinte depuis la mort de Daniel. « Il y a un autre problème », ajouta Brennan la voix plus basse. « Les bergers allemands, surtout ceux qui ont été formés militairement, peuvent se montrer imprévisibles quand ils souffrent. Si Atlas devenait agressif, nous serions légalement obligés de... »« Il ne le sera pas », coupa Sophie d'une voix d'une assurance déconcertante. « Atlas n'est pas méchant. Il est juste blessé, comme moi quand papa est parti. Mais il va mieux maintenant parce qu'il nous a trouvés. » Comme pour donner raison à l'enfant, un aboiement résonna depuis l'aile médicale. Pas un gémissement faible, mais un vrai aboiement, clair, qui vibrait d'un mélange de douleur et d'espérance. Sophie bondit hors du bureau et courut dans le couloir. « Sophie, attends !» cria Rachel en se lançant à sa suite. Elles la retrouvèrent accroupie devant le chenil. Atlas, pour la première fois depuis son arrivée, s'était redressé et pressait son museau contre les barreaux, là où la petite main de Sophie l'attendait. Sa queue, maigre et fatiguée, battait doucement l'air. « Il dit merci », annonça Sophie. Et il raconte des choses sur papa et Jake. Ils étaient en meilleurs amis et ils avaient promis de s'occuper des familles l'un de l'autre. Docteur Brennan resta figé, observant la scène avec une stupéfaction qu'il ne pouvait cacher. En 15 ans de carrière, il n'avait jamais vu un animal si malade répondre aussi vite à un contact humain. « Si vous êtes décidé, dit-il lentement à Rachel, il faudra signer une série de décharges de responsabilité et Atlas devra être transféré immédiatement à la clinique vétérinaire de Valley Springs pour une surveillance 24 heures sur 24. » Rachel hocha la tête, consciente que cette décision bouleverserait tout. Leur fragile équilibre financier volerait en éclats, leur quotidien se transformerait en une succession de visites médicales et de traitements incertains. Et pourtant, en voyant Sophie caresser la tête d'Atlas en fredonnant la berceuse que Daniel chantait avant le coucher, Rachel comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver un chien mourant. Il s'agissait d'honorer une promesse, de donner à sa fille une raison de revenir au monde et peut-être de panser des blessures plus profondes que toutes celles qu'un médecin pouvait diagnostiquer. « Où est-ce que je signe ?» dit-elle enfin. Le sourire victorieux de Dot illumina son visage ridé. « Et où puis-je écrire le montant du premier chèque ? Parce que ce vieux soldat rentre à la maison aujourd'hui coûte que coûte. » Atlas aboya une nouvelle fois, la plus fort cette fois, comme s'il comprenait que la bataille pour sa vie venait de basculer en sa faveur, avec 2 nouvelles alliées prêtes à se battre à ses côtés. Les jours suivants se transformèrent en une danse fragile entre espoir et désespoir. La petite maison de Rachel, modeste pavillon de 2 chambres dans Maple Street, fut réaménagée en hôpital improvisé. Le grand panier d'Atlas prit place dans le salon, là où Sophie pouvait le surveiller sans cesse. La porte du réfrigérateur se couvrit d'un planning serré. Antibiotiques toutes les 8 heures, antidouleurs 2 fois par jour, compléments alimentaires mélangés au repas et une série de vitamines prescrites par Dr Sarah Coleman, la spécialiste de Valley Springs. Sophie s'autoproclama infirmière en chef. Avec le sérieux d'une adulte, elle tenait un cahier où elle notait les prises de médicaments, l'appétit du chien, sa consommation d'eau et ce qu'elle appelait son niveau de bonheur, noté de 1 à 10 avec des autocollants colorés. Rachel observait cette transformation, stupéfaite. Le mutisme sélectif de sa fille y avait disparu. Elle parlait sans arrêt à Atlas, lui lisait des histoires, chantait les berceuses de son père. « Il est à 7 aujourd'hui », déclara-t-elle un jeudi matin, écrivant la note en vers. « Il a tout bu, mangé la moitié de son repas, et il a remué la queue quand je lui ai parlé de l'école. » Dot Henderson, quant à elle, était devenue une présence quotidienne. Chaque matin, elle arrivait avec des sacs de provisions, des casseroles de riz au poulet et une énergie inépuisable. « On ne guérit pas un cœur brisé, le ventre vide », affirmait-elle en touillant une marmite. « Pareil pour les âmes, ce vieux garçon a besoin de nourriture réconfortante, pas seulement de pilules. » Mais les factures s'accumulaient à une vitesse vertigineuse. Les soins de la première semaine dépassaient déjà 8 000 $. Rachel se couchait tard, les yeux fixés sur la pile de dettes, recalculant encore et encore, se demandant combien de temps elle tiendrait. Chaque matin pourtant, des petits miracles balayaient ses doutes. Atlas reprenait du poids. Son pelage, par endroits, retrouvait une brillance oubliée. Il répondait à de simples ordres, retrouvant par éclair son allure de soldat.
Mais le plus marquant restait ce lien invisible avec Sophie, qui se renforçait jour après jour, comme si leurs blessures se soignaient mutuellement. Ce fragile équilibre fut bientôt menacé de l'extérieur. Un vendredi soir, Margaret Whitfield, voisine et capitaine autoproclamée du comité de quartier, se présenta à leur porte, une pétition à la main et une mine sévère. Derrière elle, plusieurs voisins observaient, certains curieux, d'autres franchement hostiles. « Madame Miller », commença Margaret d'une voix mielleuse mais tranchante, « vous comprenez bien notre inquiétude. C'est un quartier familial, ce chien est un ancien chien militaire, donc entraîné pour attaquer. Et s'il est instable psychologiquement, il représente un danger. » Rachel sentit la colère monter. « Margaret, Atlas peine à rester debout 10 minutes. Il n'est une menace pour personne. »« Peut-être pas aujourd'hui, » répliqua la voisine. « Mais demain, les bergers allemands sont imprévisibles. Et que dire de la valeur de nos propriétés ? Sans parler de la responsabilité si... » Avant qu'elle ne termine, Sophie apparut dans l'encadrement de la porte, la main posée sur la tête d'Atlas, qui s'était levé avec difficulté pour se placer à ses côtés. Son regard intelligent balaya la petite foule. « Il n'est pas méchant, » dit simplement Sophie. « Il est juste triste parce que son meilleur ami est mort. Mais il va mieux maintenant, parce que l'amour guérit, même quand ça fait mal au début. » Un silence gêné parcourut le groupe. Atlas, comme pour confirmer les mots de Sophie, fit un pas en avant et se posta protecteur à ses côtés, sans agressivité, juste avec la dignité d'un gardien. Margaret détourna le regard, troublée. « Nous verrons bien, mais s'il y a le moindre incident, il n'y en aura pas, » trancha Dot d'une voix claire, surgissant du trottoir. Elle avançait avec la prestance d'une vieille militaire. Ce chien a plus d'honneur dans une seule patte que bien des gens dans tout leur corps. Et si quelqu'un a un problème avec le fait qu'un héros de guerre ait droit à des soins, qu'il s'adresse à moi. Les voisins se dispersèrent peu à peu, certains murmurant encore, d'autres visiblement émus. Margaret partit en marmonnant, mais Rachel avait vu la peur se fissurer dans son regard. À l'intérieur, Atlas s'écroula sur son panier, épuisé, tandis que Sophie s'allongeait contre lui avec son livre d'images. Ensemble, ils formaient une image presque sacrée, une enfant retrouvant sa voix et un soldat retrouvé, se redonnant l'un à l'autre une raison de vivre. La semaine suivante s'écoula dans une succession de hauts et de bas. Atlas montrait de nets progrès, mais Rachel savait que l'équilibre restait fragile. Et puis, un mardi matin, à 6h47, la maison fut secouée par un bruit terrifiant. Du salon monta un vacarme de coups sourds, de gémissements, de griffes raclant le sol. Puis le cri de Sophie déchirant. Rachel lâcha le bol de céréales qu'elle préparait, le lait éclaboussant le carrelage, et courut. Atlas était en proie à des convulsions violentes. Son corps massif se tordait, frappant le sol, ses pattes raides martelant le panier. De la mousse blanchâtre perlait à ses babines. Sophie, agenouillée près de lui, tendait ses petites mains sans oser toucher, paniquée, les larmes ruisselant. « Recule, Sophie !» ordonna Rachel, le cœur affolé mais l'instinct d'infirmière prenant le dessus. Elle sortit sa montre pour chronométrer. 2 minutes, puis 3. Le temps semblait interminable. Enfin, les secousses cessèrent. Atlas resta allongé, haletant, les yeux ouverts mais vides. D'une main tremblante, Rachel attrapa son téléphone et appela Dr Coleman. La voix grave de la vétérinaire résonna. « Amenez-le immédiatement, c'est une aggravation sérieuse. Nous devons comprendre l'origine de ces crises. » Le trajet jusqu'à la clinique fut un cauchemar. Atlas gisait sur la banquette arrière, la tête posée sur les jambes de Sophie. Elle lui fredonnait d'une voix brisée, la berceuse que son père lui chantait comme pour l'ancrer à la vie. « Reste avec nous, Atlas, ne pars pas encore, papa n'est pas prêt à t'accueillir là-haut. » À l'arrivée, Dr Coleman les attendait déjà. L'examen confirma les craintes. Atlas restait désorienté, répondait mal aux stimuli et ses analyses sanguines révélaient des anomalies inquiétantes, absentes jusque-là. « Je crains que le pronostic ait changé », expliqua-t-elle en aparté à Rachel pendant que Dot restait avec Sophie. Ces crises indiquent probablement des dommages cérébraux. Même avec un traitement agressif, il se peut qu'il ne retrouve jamais une vie normale. Nous devons envisager la question de sa qualité de vie. Ces mots frappèrent Rachel de plein fouet. Après toutes ces semaines d'efforts, d'espoir, après avoir vu Sophie renaître, entendre parler d'euthanasie équivalait à une trahison insupportable. Elle serra les poings, refusant d'abandonner. Mais le pire restait à venir. L'après-midi même,
Alors qu'Atlas reposait sous sédation, une berline noire se gara devant la maison des Miller. 2 hommes, en costume, en sortirent, attachés cases à la main, leur visage affichant une sympathie étudiée qui mettait Rachel mal à l'aise. L'un, grand et mince, s'avança. « Madame Miller, Marcus Webb, de la société Novagen Pharmaceuticals. Voici mon collègue, Dr James Hartley. Nous avons entendu parler de votre chien. » Rachel se raidit. « Que voulez-vous » Le docteur Hartley, voix lisse et rassurante, répondit « Nous menons des recherches sur les troubles neurologiques des animaux de service. Le cas d'Atlas nous a été signalé par certains vétérinaires. Nous aimerions vous proposer notre aide, notamment pour couvrir ses frais médicaux. » Leur offre aurait pu sembler providentielle. Les factures s'entassaient déjà en une pile impossible à gérer. Mais quelque chose sonnait faux, trop lisse, trop préparé. « Quel type de recherche ?» demanda Rachel sur la défensive. « De nouveaux traitements expérimentaux contre les crises et les troubles dégénératifs, » expliqua Webb. « Atlas pourrait en bénéficier directement. En échange, nous souhaiterions suivre son évolution de près et recueillir des données. » Sophie, qui observait depuis l'entrée, fronça le nez. « Ils sentent du mauvais », déclara-t-elle sans détour. « Atlas ne les aimerait pas. » Hartley tenta de sourire, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, jeune demoiselle. Tu dois être inquiète pour ton chien. Nous voulons juste l'aider à aller mieux. » Sophie se colla instinctivement contre sa mère. « Ce n'est pas juste mon chien. C'était l'ami de papa. Papa disait de se méfier des gens qui promettent d'eau trop facilement. » Le sourire de Webb se crispa. Il jeta un regard à Rachel. « Peut-être devrions-nous discuter entre adultes. Ces décisions sont difficiles, il vaut mieux les évaluer sans émotion. » Un frisson parcourut Rachel. Quiconque voulait l'écarter de sa fille était suspect. Elle se redressa ferme. « Non merci, Sophie et moi décidons ensemble. Nous ne sommes pas intéressés par vos expériences. » Hartley insista, le ton légèrement plus froid. « Réfléchissez-y, Madame Miller. L'état d'Atlas se détériore. Sans intervention, vous serez rapidement confronté à des choix douloureux. » La menace, à peine voilée, glaça Rachel. « Je pense que vous devriez partir. » Webb lui tendit néanmoins une carte de visite, sa main s'attardant trop longtemps. « Gardez ceci. Quand les traitements conventionnels auront échoué, et croyez-moi, ils échoueront, vous serez contente d'avoir une alternative. Nous reprendrons contact. » Lorsqu'ils eurent disparu, Dot sortit du porche, une batte de baseball à la main, le regard sombre. Ces hommes ne venaient pas pour aider. Ce genre de sourire, je le connais. Ils veulent quelque chose d'Atlas, et ce n'est pas à son bien-être. Le soir, un nouveau coup dur frappa. Dr Coleman appela avec les résultats des examens neurologiques. Sa voix, habituellement posée, trahissait son trouble. « Rachel, en 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça. Les scanners ne montrent pas un schéma classique de crise épileptique. C'est comme si Atlas ne perdait pas vraiment connaissance, comme s'il retenait volontairement certaines réponses. Et son sang contient des substances chimiques qui n'ont rien de naturel. Je crains que son état ne soit pas dû à une maladie, mais à une cause externe. » Rachel sentit un froid l'envahir. Si ce n'était pas une pathologie, alors quelqu'un avait provoqué ces symptômes. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle ouvrit enfin le vieux carton de documents militaires de Daniel, rangé au fond du placard. Entre rapports et photos, elle trouva une lettre manuscrite datée de 2 semaines avant sa mort. Les mots de son mari la glacèrent. Jacob s'inquiète de plus en plus pour Atlas. Certains vaccins récents semblent suspects. Je crains que des sociétés privées ne testent des substances non autorisées sur nos chiens. S'il m'arrive quelque chose, quelqu'un doit retrouver Atlas et le protéger. Jake avait raison de se méfier. Il se passe quelque chose de très grave. Rachel resta assise sur le sol, la lettre tremblant dans ses mains. Tout s'emboîtait, la fuite d'Atlas, son état mystérieux, l'intérêt soudain de Novagen. Ce chien n'était pas tombé malade par hasard. Il avait été empoisonné. Et désormais, ceux qui l'avaient brisé le cherchaient. Comme pour confirmer son intuition, un SMS arriva sur son téléphone d'un numéro inconnu. « Madame Miller, votre chien nous appartient. Si vous continuez à interférer, il y aura des conséquences. Rendez-le volontairement et votre famille restera en sécurité. » Les mains tremblantes, Rachel transféra aussitôt le message à Dr Coleman, puis composa le 911. La peur pour sa fille, plus que pour elle-même, l'envahissait. Elle vérifia la chambre de Sophie. La fillette dormait paisiblement, serrant le collier d'Atlas contre elle comme un talisman. Le chien, malgré ses faiblesses, dormait aussi, mais son souffle irrégulier rappelait l'urgence.
Le combat pour sauver Atlas venait de se transformer en guerre. Une guerre contre des gens puissants et sans scrupules, pour qui un héros décoré n'était qu'un cobaye de laboratoire. Et Rachel comprit que désormais, leur famille entière était en danger. La pluie martelait les vitres cette nuit-là, comme si le ciel lui-même pressentait l'épreuve à venir. À 3h17 du matin, le calme fragile de la maison Miller vola en éclats. Un bruit violent secoua le couloir, des griffes claquant contre le parquet, des chocs sourds contre les murs. Rachel bondit de son lit, le cœur battant, et découvrit Atlas au sol, convulsant de toutes ses forces. Ses pattes frappaient si fort que les cadres tremblaient sur les murs. Sa gueule écumante s'ouvrait dans un silence oppressant. Seul le bruit des spasmes emplissait l'air. Cette fois, Sophie ne cria pas. Elle s'écroula simplement près de lui, les mains tremblantes au-dessus de son corps, ses larmes coulant silencieusement. « Il est en train de mourir, maman, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix cassée par une sagesse trop grande pour son âge. Rachel, incapable de trouver les mots, enlaça sa fille d'une main et de l'autre, composa frénétiquement le numéro d'urgence de Dr Coleman. La crise dura 4 longues minutes. Lorsqu'elle prit fin, Atlas gisait sur le sol, haletant à peine, sa respiration saccadée. « Amenez-le tout de suite », ordonna Coleman au téléphone. Puis un silence lourd. « Rachel, il faut que nous parlions de sa souffrance, je ne pense pas qu'il lui reste beaucoup de temps. » Le trajet jusqu'à la clinique ressemblait à une procession funèbre. Atlas, allongé sur la banquette arrière, semblait déjà absent. Sophie, assise contre lui, fredonnait encore la berceuse de son père, sa petite main posée sur ses côtes pour sentir les maigres soubresauts de son souffle. Chaque note sonnait comme un fil fragile retenant le chien à la vie. Henderson les attendait devant la clinique, son visage marqué par l'expérience de celle qui avait déjà vu partir trop de compagnons de guerre. Elle les accompagna à l'intérieur, où Coleman fit rapidement son bilan. Les résultats étaient accablants, réflexes quasiment inexistants, conscience vacillante, analyse sanguine révélant la présence de toxines impossibles à identifier. Coleman appela Rachel à part. « J'ai envoyé les échantillons à un laboratoire de l'université de Davis. Ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas naturel. Ce sont des composés artificiels, créés en laboratoire. Atlas n'est pas malade par hasard. Il a été empoisonné volontairement, et de manière systématique. » Rachel sentit ses jambes céder. Tous les morceaux du puzzle s'assemblaient. Le SMS menaçant, la lettre de Daniel, les visites de Novagène. Il n'avait jamais eu affaire à une maladie mais à un assassinat méthodique. Atlas ne dépérissait pas. On l'avait détruit volontairement, molécule par molécule. « Combien de temps lui reste-t-il » demanda-t-elle d'une voix étranglée. Coleman baissa les yeux. « Quelques heures, peut-être moins. Même si on trouvait un antidote, ses organes sont gravement atteints. Le cerveau a subi des lésions irréversibles. Je suis désolé, Rachel. Je crois qu'il est temps de penser à l'endormir. » Dans la salle d'examen, Sophie s'était installée contre le flanc d'Atlas, sa petite silhouette recroquevillée autour de lui. Elle lui murmurait des secrets, des souvenirs de son père, des excuses qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à prononcer. Papa disait que Jake était le plus courageux des soldats, et toi aussi, parce que tu as essayé de le sauver. Peut-être que c'est bien d'arrêter d'être courageux, Atlas. Peut-être que c'est bien de se reposer maintenant. Les yeux voilés du chien s'ouvrirent légèrement. Sa queue remua faiblement, juste assez pour dire qu'il entendait. Rachel sentit son cœur se briser à nouveau, comme le jour où elle avait vu le cercueil recouvert du drapeau. Parfois, dit doucement Dot, posant une main sur l'épaule de Rachel. Le geste le plus aimant est de donner la permission d'arrêter de se battre. Rachel voulait répondre, mais Sophie leva la tête. Ses yeux bleus, baignés de larmes, brillaient pourtant d'une certitude étrange. « Maman, Atlas veut dire quelque chose, mais il est trop fatigué pour aboyer. » Elle colla son oreille contre son poitrail, écouta longuement, puis se redressa soudain. « Il n'est pas prêt. Il doit faire quelque chose avant, quelque chose d'important. » À cet instant, Atlas redressa la tête avec un effort surhumain. Ses yeux se fixèrent sur la porte de la salle d'examen. Tous se retournèrent. Dans l'encadrement se tenait Dr Marcus Brennan. Il portait encore son pyjama sous un manteau enfilé à la hâte. Son visage, habituellement si froid, était ravagé par une émotion à nu. Dans ses mains, il serrait une grande chemise cartonnée qui semblait lui peser comme du plomb. Il s'approche lentement. Atlas, contre toute attente, réagit aussitôt. Sa queue se mit à battre, pas faiblement mais avec force, et il tenta même de se redresser pour l'accueillir. Ses yeux brillaient d'une reconnaissance immédiate.
Atlas vous connaît, constata Sophie avec la candeur de l'évidence. Il vous attendait. Brennan, les larmes aux yeux, posa sa main sur la tête du chien. J'ai été un lâche, murmura-t-il. Aveuglé par ma propre douleur, j'ai fermé les yeux alors que je savais ce qui se passait. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des rapports, des analyses chimiques, des courriers confidentiels entre Novagen et divers refuges. L'ampleur de ce qu'il voyait coupa le souffle de Coleman. Novagen mène des expériences illégales sur les chiens militaires retraités, expliqua Brennan, la voix tremblante mais ferme. Ils s'infiltrent dans les refuges, administrent leurs substances et observent les effets. Atlas n'est pas un cas isolé. Des dizaines de chiens à travers le pays ont été utilisés comme cobayes. J'ai découvert ça il y a 3 semaines. Mais j'ai eu peur. Peur de perdre ma licence, peur d'affronter encore plus de douleur après la mort de mon fils. Alors j'ai laissé faire. Il s'interrompit, reprenant son souffle. Mais il existe des antidotes. Novagen les a développés en parallèle. Ils voulaient des chiens affaiblis mais pas morts, dépendant de leurs produits. Atlas peut être sauvé. Rachel sentit l'espoir renaître, douloureux mais puissant. Vous dites qu'il peut guérir? Oui. Ce n'est pas une certitude, mais il a une chance. Et je refuse de rester spectateur une seconde de plus. Atlas leva les yeux vers Sophie, son regard clair malgré la souffrance. Dans cette lueur, il n'y avait plus seulement la fatigue d'un soldat blessé, mais la volonté d'un guerrier prêt à continuer le combat. Pour la première fois depuis des semaines, Rachel sentit la victoire possible. La bataille pour la vie d'Atlas venait de franchir une nouvelle étape, et cette fois, ils avaient enfin une arme. Le jour se levait à peine lorsque l'antidote arriva. 4 heures après les révélations de Brennan, un étudiant en médecine vétérinaire de l'université de Davis se présenta. Trempé par une nuit de route sous la pluie, une petite glacière serrée contre lui comme un trésor. À l'intérieur, une simple fiole de verre contenant un liquide clair presque banal. Mais pour ceux qui se tenaient dans la salle de traitement, ce flacon représentait l'espoir. Peut-être même la vie. Dr Coleman l'a pris entre ses mains gantées, la levant face à la lumière. Son visage ne trahissait rien, mais sa voix, calme et ferme, résonna dans le silence tendu. « Écoutez-moi bien, ce produit n'a jamais été testé dans un protocole complet. Nous ne savons pas comment Atlas réagira. L'injection pourrait le sauver, ou l'achever en quelques minutes. » Le regard de Rachel se posa sur Sophie, qui était assise tout contre le chien, son petit corps recroquevillé contre le sien. Elle fredonnait encore doucement, comme si la chanson pouvait empêcher la mort de s'approcher. La scène serra le cœur de Rachel. L'enfant avait déjà perdu son père. Pouvait-elle la laisser perdre Atlas aussi, sans même avoir tenté cette dernière chance? « Faites-le » dit-elle simplement, la voix sans tremblement. Atlas est un soldat. Il n'a jamais reculé devant un combat. Il ne voudrait pas se rendre sans essayer. Le moment de l'injection fut presque insoutenable. Coleman trouva la veine dans la patte avant, inséra l'aiguille avec précision et injecta lentement le liquide. Le temps sembla se figer. Atlas resta immobile, sa respiration toujours irrégulière. 30 secondes passèrent, puis 1 minute, rien. Le désespoir commençait déjà à poindre quand Rachel remarqua la première différence. Les gencives du chien reprenaient une couleur rosée, chassant le gris terne de l'agonie. Sa respiration se fit plus profonde. Ses yeux, voilés depuis des semaines, semblèrent s'éclaircir. « Regardez !» s'écria Dot, les mains serrées sur son cœur. Sophie, elle, ne dit rien. Elle se contenta de poser ses 2 mains sur la tête d'Atlas. « Atlas » chuchota-t-elle d'une voix tremblante. « Tu m'entends ?» Le berger allemand releva sa lourde tête et planta son regard dans le sien. Et puis, d'une voix faible, étranglée mais réelle, il émit un petit gémissement, un son interrogatif, comme s'il demandait où il était et combien de temps il avait dormi. Sophie éclata en sanglots, serrant son cou de toutes ses forces. « Tu es revenu !» Dans la pièce, même Brennan, d'ordinaire si impassible, ne put retenir ses larmes. « J'aurais dû agir plus tôt !» avoua-t-il, la voix brisée. J'avais peur, mais en voyant ce chien lutter malgré tout, j'ai compris que c'est moi qui avais cessé de me battre. Au fil des heures, l'amélioration fut spectaculaire. Atlas buvait seul, reprenait de la force, et ses yeux retrouvaient une intelligence qu'on croyait perdue. Coleman confirma que ses constantes vitales s'amélioraient, même si le chemin serait encore long. « Nous n'avons gagné qu'une bataille », rappela-t-elle, « mais il est évident que l'antidote agit. » Pendant ce temps, Brennan livra toute l'ampleur de l'affaire. Novagen ciblait délibérément les chiens militaires retraités, choisis pour leurs gènes et leurs aptitudes. Le but,
développer des substances qui annihilaient la peur, renforçaient l'agressivité et rendaient les animaux dépendants à des injections régulières. Un programme de manipulation chimique des soldats à 4 pattes, masqués derrière des refuges et des associations de façade. Atlas était l'un de leurs sujets les plus précieux, expliqua Brennan, étalant les preuves. Sa loyauté, son endurance, son intelligence, mais quand vous l'avez recueilli et qu'il a commencé à aller mieux grâce à votre famille, ils ont compris qu'il devenait une menace. Un Atlas en bonne santé, capable de témoigner, pouvait ruiner toute leur opération. Ils ont donc décidé de le faire disparaître. Rachel sentit la colère monter. Ce chien, qui avait déjà tant donné, qui avait servi loyalement, avait été brisé non par le temps, mais par la cupidité d'hommes qui le voyaient comme un simple numéro de dossier. Mais cette fois, il n'était plus seul. 3 jours plus tard, Atlas était suffisamment stable pour marcher. Sa démarche restait hésitante, mais il reprenait goût à la vie. Rachel et Sophie l'accompagnèrent pour un petit tour dans le quartier. Les voisins, qui quelques semaines plus tôt signaient une pétition pour l'éloigner, s'arrêtèrent ébahis. Certains caressèrent doucement son dos. Même Margaret Whitfield, l'ancienne meneuse de l'opposition, vint déposer un sachet de friandises maison devant lui. « Je me suis trompée », admit-elle, honteuse. « Je n'avais pas compris ce qu'il avait traversé. Ce qu'il lui avait fait, j'ai eu peur au lieu d'avoir de la compassion. » Mais le plus spectaculaire était la transformation de Sophie. Elle parlait sans relâche, expliquait à Dr Coleman les traitements, montrait aux voisins comment rassurer un chien en convalescence. Elle avait retrouvé non seulement sa voix, mais aussi une force intérieure nouvelle. « Quand je serai grande, je serai vétérinaire », annonça-t-elle un soir en aidant sa mère à préparer les médicaments d'Atlas. « Comme ça, je pourrai aider les animaux blessés par les méchants. » Rachel l'embrassa sur le front. « Ton père serait si fier de toi, ma chérie. » Sophie hocha la tête. « Je crois que papa a envoyé Atlas pour m'apprendre à être courageuse, comme Jake a appris à papa. C'est un cercle de bravoure. » Les mots de l'enfant frappèrent Rachel comme une révélation. Sa fille avait trouvé du sens là où tant d'adultes n'auraient vu que chaos et douleur. Mais l'histoire d'Atlas n'était pas seulement celle d'un chien sauvé. Peu après son retour à la maison, il commença à manifester un comportement étrange. Il grattait obstinément un coin du jardin jour après jour. Intrigués, Rachel et Dot creusèrent. À 30 cm sous terre, elles trouvèrent une boîte étanche. À l'intérieur, des documents laissés par Daniel avant son ultime déploiement. Des notes détaillées, des photos de chiens présentant des marques d'injection suspectes. Et surtout, une liste de noms. D'autres animaux utilisés dans le programme. Daniel avait lui aussi commencé à monter un dossier, comme s'il avait pressenti le danger. Atlas se tenait à côté de la boîte, haletant, ses yeux fixés sur Rachel. Comme s'il savait. Comme si son acharnement à creuser n'avait été rien d'autre que le prolongement de la mission confiée par son maître disparu. La découverte fit l'effet d'une bombe. Avec les documents de Daniel, les preuves accumulées par Brennan et la guérison d'Atlas comme témoin vivant, l'affaire devenait impossible à étouffer. L'agent Sarah Martinez du FBI, spécialisée dans les crimes liés aux animaux, confirma « C'est suffisant pour démanteler Novagen. Mais nous devons garder Atlas en vie et visible. » Sa survie est la clé de ce dossier. L'enfant et le chien, mains et pattes liées, portaient désormais un poids immense, celui d'un combat qui dépassait leur maison. Un combat pour tous les chiens soldats trahis par ceux qui auraient dû les protéger. La guérison d'Atlas fut célébrée comme un miracle dans la maison Miller. Mais au-delà des murs de Maple Street, la tempête grondait. Novagen avait compris que leur cobaye leur échappait et pire encore, qu'il devenait une preuve vivante. L'entreprise passa à l'offensive. Les menaces par SMS se transformèrent en appels anonymes, parfois en pleine nuit, où une voix métallique répétait « Rendez le chien, il n'est pas à vous ». Des voitures inconnues stationnées à l'angle de la rue, moteur éteint, phare braqué sur la maison. Un soir, Dot retrouva ses pneus lacérés après une simple visite chez Rachel. Plus de doute, Novagen était prêt à user d'intimidation physique pour récupérer Atlas. Rachel alerta aussitôt l'agent Sarah Martinez du FBI qui travaillait déjà à monter un dossier grâce aux preuves fournies par Brennan et les documents de Daniel. « Nous les surveillons depuis des mois », expliqua l'agente en posant un dossier épais sur la table de la cuisine. « Mais votre mari avait déjà commencé à rassembler de quoi les faire tomber. Ce qu'Atlas a permis de mettre au jour, c'est la pièce manquante. Il faut tenir bon encore un peu. » Rachel jeta un coup d'œil à Sophie, assise au sol avec Atlas, en train de lui montrer les images d'un livre.
Tenir bon, répéta-t-elle, c'est facile à dire. Il nous menace directement maintenant. Martinez la regarda avec gravité. Je vais être franche. Plus Atlas reprendra des forces, plus ils deviendront dangereux. Mais sa survie, sa guérison, et ce qui prouvera la toxicité de leurs produits et la nécessité de démanteler tout leur programme. Si vous cédez, des centaines d'autres chiens connaîtront le même sort. La pression sur Rachel était immense. Elle se couchait chaque soir avec la peur au ventre, s'imaginant des silhouettes dans l'ombre du jardin. Pourtant, chaque matin, la vision de Sophie et d'Atlas la convainquait qu'il n'avait pas le droit de céder. 3 jours après l'injection de l'antidote, Atlas marchait déjà autour du pâté de maison. Sa démarche restait un peu raide, mais ses yeux pétillaient à nouveau. Les voisins, autrefois méfiants, vinrent les uns après les autres constater le miracle. Margaret Whitfield, jadis porteuse de pétitions, apporta un sac de biscuits de pour chien et s'agenouilla devant lui. « Je ne comprenais pas, avoua-t-elle, la voix pleine de remords. J'ai jugé trop vite. Ce qu'ils t'ont fait est impardonnable. Je suis désolé. » Atlas renifla sa main et remua la queue. Le pardon, semblait-il dire, pouvait s'accorder à ceux qui reconnaissaient leurs erreurs. Pendant ce temps, Sophie rayonnait. Elle expliquait fièrement aux voisins comment mesurer la température d'un chien, comment détecter les signes de déshydratation et même comment préparer une ration maison équilibrée. Rachel observait, émue, son enfant, jadis enfermé dans un silence douloureux, était devenue une petite conférencière passionnée. Mais l'ombre de Novagène ne cessait de s'étendre. Un soir, en rentrant de la clinique, Rachel remarqua une enveloppe coincée sous la porte. À l'intérieur, une photo. Sophie et Atlas, prises à leur insu dans le jardin, entourés d'un cercle rouge, et un mot griffonné, « Dernier avertissement ». Rachel sentit son sang se glacer. Elle montra l'image à Dot, qui pâlit avant de reprendre son ton ferme habituel. « Ils veulent te terroriser. Ne leur donne pas ce pouvoir, mais il va falloir agir. » La réponse vint d'Atlas lui-même. Une semaine après avoir reçu l'antidote, il commença à manifester un comportement étrange. Il flairait le jardin avec insistance, grattant toujours au même endroit. Rachel et Dot, intriguées, décidèrent de creuser. Sous 30 cm de terre, elles découvrirent une boîte étanche, dedans, un dossier que Daniel avait laissé avant son dernier déploiement. Les notes manuscrites confirmaient les pires soupçons. Des photos de chiens marqués d'injections, des relevés suspects, et surtout une liste d'autres animaux ayant subi les mêmes traitements. Daniel savait. Il avait compris que Novagène menait des expériences sur les chiens de son unité. Et il avait laissé un indice, comme une bouteille à la mer comptant sur quelqu'un pour poursuivre sa mission. Atlas, haletant mais fier, resta assis près de la boîte, ses yeux rivés sur Rachel comme pour dire « mission accomplie ». Cette découverte changea la donne. L'agent Martinez, en recevant les documents, déclara « Avec ça et l'état actuel d'Atlas, nous avons de quoi obtenir des mandats fédéraux. » Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Le FBI organisait ses descentes, mais Novagène multipliait les provocations. Des appels menaçants, des véhicules suspects. La peur planait constamment. Pourtant, chaque soir, Rachel trouvait Atlas assis près du lit de Sophie, veillant sur elle avec la même détermination qu'un soldat montant la garde. Puis vint le jour où Novagène franchit une nouvelle ligne. Alors que Sophie et Rachel rentraient de l'école, elles trouvèrent la porte d'entrée entr'ouverte. L'intérieur de la maison semblait intact, mais le panier d'Atlas avait été déplacé, ses médicaments renversés. Un message était scotché sur le frigo. Prochaine fois, ce sera pire. Rachel comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de menaces. Novagène avait osé pénétrer dans leur sanctuaire. Elle appela immédiatement Martinez. Des agents furent postés devant la maison. Mais le danger restait palpable, comme une ombre tapie, prête à frapper. Pendant ce temps, Atlas continuait de reprendre des forces. Ses muscles se redessinaient, son pelage retrouvait sa brillance noire et feu. Plus encore, il semblait retrouver une mission, protéger Sophie. Chaque bruit suspect dehors, chaque mouvement dans la rue, éveillait sa vigilance. Il n'était plus seulement un chien convalescent, il redevenait un soldat. La communauté elle-même changea d'attitude. Les voisins, touchés par l'histoire, commencèrent à se relayer pour déposer des repas, aider aux courses ou tout simplement passer dire bonjour à Atlas. Même Margaret organisa une collecte dans le quartier pour participer aux frais vétérinaires. Ce qui avait commencé comme une cause isolée devenait un mouvement. Et au cœur de ce tumulte, Sophie continuait de grandir. Chaque soir, elle s'endormait contre Atlas, sa main posée sur son flanc qui se soulevait désormais avec une respiration régulière. Et chaque matin, elle se levait avec un nouveau projet.
apprendre à poser un bandage, comprendre les résultats des analyses ou inventer des histoires où Atlas devenait un chevalier invincible. Mais Rachel savait que tout cela ne durerait que si Novagen était définitivement stoppé. Tant que l'entreprise existait, Atlas et sa fille restaient en danger. Et bientôt, le combat allait passer du cercle familial à la scène nationale. La tension atteignait son paroxysme. Chaque soir, Rachel jetait des coups d'œil nerveux au rideau, craignant d'apercevoir encore une silhouette stationnée dans la rue. Mais le jour finit par arriver où l'agent Martinez frappa à leur porte avec un regard décidé. « C'est le moment », annonça-t-elle. « Nous avons obtenu les mandats. » Ce matin-là, simultanément, des équipes du FBI prirent d'assaut 6 sites liés à Novagen dans plusieurs États. Des entrepôts, des laboratoires clandestins et même des refuges servant de façade. Les images des descentes, diffusées en direct à la télévision, montraient des caisses de produits chimiques saisies, des cages de chiens évacuées et des ordinateurs embarqués comme preuve. Mais l'opération la plus symbolique eut lieu dans la tour de verre où siégeait la direction de Novagen. Devant des dizaines de journalistes, Marcus Webb et James Hartley, les 2 hommes qui avaient osé venir menacer Rachel et Sophie, furent menottés et conduits hors du bâtiment, leurs visages crispés par la défaite. Leur sourire calculateur avait disparu, remplacé par la peur de ceux qui se croyaient intouchables. À Maple Street, Rachel regardait les images sur l'écran du salon, Atlas couché à ses pieds, la tête posée sur ses pattes. Sophie, elle, sautillait d'excitation. « Regarde, Atlas! Les méchants partent en prison. Tu as gagné ?» cria-t-elle en pointant la télé. Le chien leva la tête et, comme s'il comprenait, remua la queue avant de poser ses yeux ambrés sur la fillette. Dans son regard, Rachel lut une paix nouvelle. Atlas n'était plus seulement en convalescence. Il redevenait un guerrier, un survivant qui voyait sa mission aboutir. Dans les jours qui suivirent, l'ampleur du scandale éclata au grand jour. Les journaux détaillaient les pratiques de Novagen. Empoisonnement systématique, expériences illégales sur des chiens de guerre retraités, manipulation génétique. Les preuves fournies par Brennan et les documents de Daniel rendaient toute défense impossible. L'affaire devint nationale. Atlas fut au centre de l'attention. Sa guérison miraculeuse, sa survie après des semaines de souffrance, en faisait un symbole. Les médias parlaient de lui comme du chien qui avait fait tomber Novagen. Des vétérans vinrent le rencontrer, certains ayant eux-mêmes servi avec des chiens militaires. Beaucoup repartirent les larmes aux yeux. Mais pour Rachel et Sophie, la vie ne se limitait pas aux caméras. Atlas restait leur compagnon du quotidien. Il reprenait des forces chaque jour, mangeait de bon appétit, jouait même de nouveau à tirer sur une corde avec Sophie. Rachel l'observait parfois, émue, se demandant si elle rêvait. Un soir, après une longue journée de visite, Sophie s'installa contre lui, avec son carnet de notes. Elle y dessinait des chiens en uniforme, des médecins, des héros. « Quand je serai grande, je veux être vétérinaire », annonça-t-elle. « Comme ça, je pourrai aider d'autres chiens comme Atlas. » Rachel sentit une boule d'émotion lui serrer la gorge. Sa fille, qui avait passé 8 mois sans dire un mot, parlait maintenant avec assurance de son avenir. Et c'était grâce à ce chien, grâce à ce lien né dans la douleur. Quelques jours plus tard, une découverte bouleversa encore davantage leur quotidien. Atlas, en meilleure forme, gratta à nouveau un coin du jardin. Cette fois, Sophie l'aida à creuser, et ils mirent à jour une boîte métallique soigneusement fermée. À l'intérieur, d'autres notes de Daniel. Il y détaillait ses soupçons croissants au sujet de Novagen, ses inquiétudes pour Jake Morrison et surtout, son projet de témoigner dès son retour de mission. Il savait que s'il ne revenait pas, quelqu'un devait poursuivre cette lutte. « Atlas est la clé », écrivait-il. « Si quelque chose m'arrive, trouvez-le. » Rachel éclata en sanglots en lisant ces lignes. Tout s'éclairait. Daniel avait pressenti le danger. Atlas avait porté cette mission comme un fardeau invisible. Et maintenant, ils la reprenaient ensemble. L'agent Martinez confirma que ces nouveaux documents rendaient le dossier imparable. 15 dirigeants de Novagen furent inculpés et des dizaines de complices dans différents États identifiés. Les audiences s'annonçaient comme l'un des plus grands procès jamais intentés pour maltraitance animale et corruption militaire. Mais au-delà des tribunaux, c'était le cœur du pays qui avait été touché. Des milliers de personnes, vétérans, familles, simples citoyens, écrivirent à Rachel et Sophie pour les remercier. Certains envoyèrent des dons pour aider à payer les soins d'Atlas. D'autres proposèrent leur aide pour créer une fondation en son nom. Dans le quartier même, l'opinion s'était métamorphosée.
Margaret Whitfield, autrefois leur opposante, devint l'une des plus ferventes alliées. Elle organisa une marche en soutien aux animaux de service et prononça un discours en l'honneur d'Atlas, reconnaissant publiquement ses erreurs. Un dimanche matin, alors que Rachel regardait Atlas courir maladroitement après une balle dans le jardin, elle ressentit une vague de gratitude. L'ombre de Novagène n'était pas encore complètement dissipée. Mais le plus dur était derrière eux. Et grâce à ce chien, elle et Sophie avaient retrouvé non seulement l'espoir, mais une nouvelle mission. Atlas, lui, semblait comprendre qu'il n'était plus seul. Quand Sophie s'endormait, il se couchait près de son lit, non par simple réflexe, mais par amour. Rachel le surprit un soir, posant délicatement sa patte sur le livre de contes de la fillette, comme s'il voulait lui aussi protéger ses rêves. Bientôt viendrait le temps de rendre hommage à ce qu'il avait accompli. Et toute la nation, émue par son histoire, allait être témoin de cette reconnaissance. 6 mois après la chute de Novagène, la famille Miller se retrouva à Washington sur les marches d'un bâtiment chargé d'histoire, la Société des médaillés d'honneur du Congrès. Une foule de vétérans, de familles de militaires et de défenseurs des animaux s'était rassemblée pour assister à une cérémonie sans précédent. Pour la première fois, un chien militaire allait recevoir la médaille d'or du Congrès pour service distingué. Atlas, désormais en parfaite santé, se tenait aux côtés de Sophie. Son pelage noir et feu brillait sous le soleil de printemps, et ses yeux ambrés semblaient refléter la dignité de tous les soldats qu'il avait côtoyés. La fillette, dans une robe bleu ciel, tenait sa laisse avec une gravité qui contrastait avec son âge. Ensemble, ils formaient un duo qui captivait déjà l'assemblée. Rachel, émue, observait sa fille. Elle repensa à ces mois d'angoisse, aux nuits passées à pleurer en silence, à la peur constante. Et maintenant, elle voyait Sophie marcher d'un pas assuré, entourée de respect. Sa petite fille, qui n'avait pas parlé pendant 8 longs mois, s'apprêtait à prendre la parole devant des centaines de personnes. Le maître de cérémonie, le congressman John Fletcher, un ancien officier ayant lui-même travaillé avec des chiens militaires en Irak, s'avança au micro. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous honorons non seulement un animal d'exception, mais aussi la puissance de l'amour et de la résilience. Atlas n'est pas qu'un chien. C'est un héros de guerre, un survivant d'expériences inhumaines et surtout le symbole de ce que la loyauté et le courage peuvent accomplir. » Des applaudissements nourris éclatèrent. Fletcher poursuivit qu'à la voix vibrante, son service en Afghanistan a sauvé d'innombrables vies. Mais son plus grand exploit est peut-être celui qu'il a accompli ici, sur notre sol. Guérir une famille endeuillée, redonner une voix à une enfant et rappeler à une nation que nos soldats à 4 pattes méritent autant de respect que nos soldats à 2 jambes. Puis vint le moment tant attendu. Fletcher appela Sophie à s'avancer. Elle lâcha un instant la main de sa mère, respira profondément et monta les quelques marches jusqu'au pupitre. Atlas la suivit, parfaitement discipliné, s'asseyant à ses pieds avec l'attitude d'un soldat en poste. La petite leva les yeux vers la foule. Elle aurait pu vaciller, mais lorsqu'elle posa sa main sur la tête d'Atlas, une force nouvelle sembla l'habiter. Sa voix, claire et limpide, résonna dans le silence respectueux. « Atlas m'a appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, dit-elle. C'est de faire ce qui est juste, même quand on a très peur. Mon papa était courageux comme ça. Son ami Jake aussi. Et Atlas l'est aussi. Tous les 3 ont protégé des gens qui ne pouvaient pas se protéger tout seuls. » Des murmures d'émotion traversèrent la foule. Certains essuyaient déjà leurs larmes. Sophie continua. « Parfois, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes et à de bons chiens. Mais parfois, les bonnes personnes se trouvent entre elles et arrivent à réparer un peu les mauvaises choses. Atlas nous a trouvés. Et nous, on l'a trouvé aussi. Maintenant, on est une famille pour toujours. » Un tonnerre d'applaudissements explosa. Fletcher, les yeux humides, s'avança pour déposer la médaille autour du cou d'Atlas. Le berger allemand ne bougea pas d'1 millimètre, si ce n'est pour redresser fièrement la tête. Puis d'un chant de son propre chef, il se leva et marcha jusqu'au mur mémoriel dressé derrière le pupitre. Là, parmi les centaines de noms gravés, il posa sa patte sur 2 en particulier, Daniel Miller et Jake Morrison. Un frisson parcourut l'assemblée. L'image d'Atlas, héros de guerre, rendant hommage à ses maîtres disparus, graverait cette cérémonie dans les mémoires. Rachel, bouleversée, sentit les larmes couler sur ses joues. Elle savait que ce geste n'était pas un hasard. Atlas avait complété le cercle. Il avait honoré ceux qu'il avait formés et transmis leur courage à Sophie. À la fin de la cérémonie, les journalistes se pressèrent pour recueillir des réactions. Mais Rachel se concentra sur une seule image,
sa fille serrant Atlas contre elle, la médaille cliquetant doucement autour de son cou, et ce sourire lumineux qui transformait son visage. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, Sophie se coucha en tenant la médaille d'Atlas dans ses petites mains. « Maman, demanda-t-elle, les yeux déjà mi-clos, tu crois que papa et Jake ont vu aujourd'hui? Tu crois qu'ils sont fiers ?» Rachel caressa tendrement ses cheveux. « Oui, ma chérie, je crois qu'ils ont tout vu. Et je crois qu'ils sont fiers de toi, d'Atlas, et de ce qu'on a accompli ensemble. » Sophie sourit, puis ajouta avec une innocence désarmante, « Quand Atlas sera très vieux et qu'il ira au ciel, il pourra leur raconter tout ce qu'on a fait. Et alors, ils sauront qu'on est devenu une vraie famille. » Rachel, bouleversée, l'embrassa doucement. Atlas, comme chaque nuit, vint se coucher près du lit, ses yeux veillant sur l'enfant. Mais ce soir-là, plus qu'une garde, c'était une promesse silencieuse. Continuer à protéger, aimer et transmettre. Et tandis que Washington s'endormait, Rachel comprit que cette journée marquait la fin d'un combat, mais aussi le début d'une nouvelle mission, transformer cette victoire en un héritage durable. Le retour en Californie marqua le début d'un nouveau chapitre. Avec l'argent du procès et les dons venus du pays entier, Rachel put réaliser ce que Daniel avait toujours rêvé d'accomplir, fonder un lieu de soins et de réhabilitation pour les chiens militaires retraités. C'est ainsi que naquit la clinique vétérinaire Miller-Henderson baptisée en mémoire de Daniel et du mari de Dot, tous deux soldats qui avaient aimé et protégé leurs frères d'armes humains et animaux. L'inauguration attira des vétérans de tout l'État, certains venus avec leurs propres chiens de service. Beaucoup étaient marqués par la guerre, physiquement ou psychologiquement. Mais lorsqu'ils franchissaient la porte de la clinique, quelque chose changeait. Ils trouvaient un espace où leurs compagnons à quatre pattes recevaient soin et respect, et où eux-mêmes trouvaient un écho à leurs blessures invisibles. Atlas, désormais rétabli, devint la mascotte et l'ambassadeur du lieu. Les chiens nouvellement arrivés, craintifs ou blessés, semblaient trouver courage rien qu'en croisant son regard. Il les accueillait avec calme comme pour leur dire « Moi aussi j'ai connu l'ombre, moi aussi j'ai souffert. Mais regarde, il y a de la lumière au bout. » Dot s'installa dans l'appartement au-dessus de la clinique. À 79 ans, elle avait trouvé une seconde jeunesse dans ce rôle de grand-mère adoptive, gérant les dossiers, accueillant les familles et préparant ces fameux plats réconfortants. Elle disait en riant que chaque assiette de ragoût servie dans la cuisine de la clinique guérissait autant que les médicaments. Sophie, elle, s'épanouissait comme jamais. Chaque jour, elle observait Dr Coleman pratiquer des examens, notait des conseils dans son petit carnet et posait 1000 questions. Sa détermination était sans faille. Un jour, elle deviendrait vétérinaire pour continuer ce combat. « Je veux sauver les animaux comme Atlas », répétait-elle. Rachel, quant à elle, retrouvait enfin une paix qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de Daniel. Bien sûr, la douleur ne disparaissait jamais complètement. Mais elle avait découvert un sens à sa peine. Transformer la souffrance en mission. En donnant une seconde vie aux chiens soldats, elle honorait chaque jour la mémoire de son mari et le sacrifice de Jake. La communauté tout entière se transforma. Ceux qui autrefois craignaient Atlas venaient désormais apporter des couvertures, des jouets, ou simplement un peu de temps pour promener les pensionnaires. Même Margaret Whitfield, jadis la plus hostile, devint la responsable du programme de bénévoles. Elle répétait à qui voulait l'entendre « J'ai appris grâce à Atlas que la peur ne doit jamais être plus forte que la compassion. » Les mois passèrent, Atlas vieillit doucement, son museau grisonnant un peu plus chaque année. Mais il restait fidèle à sa mission, protéger Sophie. Chaque nuit, il dormait au pied de son lit. Et chaque matin, il la raccompagnait à l'école, marchant d'un pas fier comme un soldat en uniforme. Un soir d'été, alors que Rachel rangeait la cuisine, elle surprit Sophie assise dans le jardin parlant doucement à Atlas. La fillette, devenue une préadolescente, confiait ses doutes, ses rêves, ses projets. « Tu sais, Atlas, quand je serai docteur, je prendrai soin des chiens blessés comme toi. Mais je raconterai aussi ton histoire, pour que les gens n'oublient jamais. Parce que tu n'as pas juste sauvé ma voix, tu m'as appris à être forte. » Atlas posa sa tête sur les genoux de la fillette, les yeux mi-clos, comme s'il comprenait chaque mot. Rachel, les observant depuis la fenêtre, sentit son cœur se serrer d'émotion. Leur lien dépassait les mots. C'était une fidélité qui survivrait au temps. Et puis vint le jour où Atlas reçut un dernier hommage. À l'occasion d'une grande conférence sur la protection des animaux de service, son histoire fut projetée sur grand écran. Des milliers de personnes découvrirent son parcours, depuis la salle d'euthanasie où il avait failli s'éteindre jusqu'à la médaille du Congrès autour de son cou,
Lorsque Sophie monta sur scène pour témoigner, elle conclut d'une phrase qui fit se lever toute l'assemblée. « Atlas m'a appris que l'amour est la seule arme qui peut vraiment gagner une guerre. » Ces mots résumaient tout. La douleur de Daniel, le sacrifice de Jake, la peur de Rachel, le courage de Dot, la culpabilité de Brennan et surtout la renaissance de Sophie. Tout avait convergé vers ce message universel. Cette nuit-là, de retour à la maison, Rachel s'assit près de la fenêtre, observant la rue calme de Maple Street. Elle repensa à la route parcourue, à l'époque où elle croyait que tout était fini, où elle vivait au ralenti, noyée dans la peur et le manque. Aujourd'hui, elle voyait une clinique pleine de vie, une fille rayonnante et un chien qui avait défié la mort pour leur redonner espoir. Atlas dormait, roulé en boule près du lit de Sophie, son souffle régulier emplissant la pièce d'une sérénité profonde. Rachel comprit alors une vérité simple. Ils n'avaient pas seulement trouvé un foyer, il en avait créé un. En sauvant Atlas, ils s'étaient sauvés eux-mêmes. Et même lorsque viendrait le temps où son fidèle compagnon fermerait les yeux pour rejoindre Daniel et Jake, Rachel savait que son héritage continuerait de vivre. Dans chaque chien réhabilité, dans chaque soldat réconforté, dans chaque enfant qui apprendrait que l'amour est plus fort que la peur. Leur histoire ne parlait pas seulement d'un berger allemand et d'une petite fille. Elle parlait de nous tous, de notre capacité à transformer la douleur en force, la perte en mission, la peur en courage. Parce qu'au fond, c'est cela, le véritable héroïsme. Non pas seulement survivre aux épreuves, mais choisir d'aimer encore, coûte que coûte.